Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et surtout que vous avez pris un peu de vacances, que vous soyez déjà en vacances ou que vous soyez déjà parti. Ce numéro s'adresse à vous puisque je vais vous présenter ce que j'ai lu durant les vacances, que j'ai emmené dans mes petits bagages, donc 4 récits que je vais vous présenter maintenant. Alors, ces récits que je vais vous présenter sont exclusivement Marvel, puisque chez DC, il n'y avait pas de récits qui m'ont tenté particulièrement, ou si ce n'est Flashpoint que je vous avais déjà présenté avec le prélude dans la dernière vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le premier récit. Le premier récit, c'est du Spider-Man noir, plus exactement, un personnage un peu particulier, puisque c'est un Spider-Man d'une Terre alternative, la Terre 90-214, ou 90-214, qui est une Terre alternative à la Terre que l'on connaît, la Terre 616 de chez Marvel, la Terre classique, où Peter Parker est dans les années 30, le Spider-Man noir, avec tout le contexte particulier des années 30, notamment en Europe avec le nazisme, la montée du nazisme juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça replace Spider-Man dans un contexte totalement différent et replongé finalement 90 ans en arrière. Donc ça c'était le concept qui m'avait plu puisque c'est un personnage un peu particulier que je voulais approfondir. Ce récit est déjà sorti il y a quelques temps. Mais je voulais l'approfondir puisque j'avais un très bon souvenir de ce personnage, que ce soit sur Spider-Verse ou sur d'autres récits le concernant. Donc je me suis lancé là-dedans et finalement ce Spider-Man va partir avec la Chatte Noire à la poursuite d'un diamant en forme alors de cigale si je dis pas de bêtises, qui permettrait de réveiller les morts. Et on va suivre ce road trip, entre guillemets, à travers plusieurs pays, avec différents personnages. Alors ce qui était très intéressant, c'est de redécouvrir certains vilains de Spider-Man, réadaptés à la sauce années 30, notamment Electro, ça je trouvais très sympa. Et puis c'est surtout le récit et sa construction, son architecture autour de ce road trip et jusqu'à la fin est très bien amené par Margaret Stohl qui a déjà fait du très bon travail sur Captain Marvel par exemple. Donc voilà, c'est une très bonne scénariste, ça il n'y a pas de souci sur le scénario, on est servi, c'est un très bon cru. Comme je vous le disais, voilà, certains personnages comme Electro, notamment d'autres... je vais pas vous spoiler, mais il y a d'autres héros Marvel qui font leur apparition en mode années 30, et ça c'est, je trouve, très appréciable. Et puis ça permet de les replacer dans un autre contexte, et je trouve ça vraiment très intéressant, et c'est aussi pour ça que j'avais acheté ce numéro, et c'est pour ça que j'ai pas été déçu. Les dessins sont plutôt sympas et replacent en fait comme dans un peu un film noir des années voilà, 40-50, hein. Donc ça aussi, ça respecte bien l'idée de replacer dans le contexte des années 30. Donc pour tout ça, je trouve ça très sympa. On pourrait regretter le fait qu'on voit à 3 km comment va arriver la fin, hein, ça il n'y a pas de doute. Dès le début, on sait bien comment ça va arriver. Il y a quelques petits rebondissements, mais globalement la fin est attendue. On pourrait regretter également... il y a certains dessins qui sont un peu, je trouve un peu grossiers, mais globalement ça va. Le dessin, alors au dessin c'est Ferreira, alors j'ai plus son prénom, mais le dessin est globalement bon, hein, avec justement le jeu de couleurs que je vous ai présenté, pardon. Et donc c'est un bon récit. C'est peut-être pas le meilleur sur Spider-Man noir, mais on passe un bon moment, et notamment si vous voulez vous replonger dans une ambiance un peu particulière qui est les années 30, et si vous avez surtout apprécié ce personnage de Spider-Man noir, je vous conseille d'y aller, vous passerez un bon moment. Donc ça c'est dans la collection 100% Marvel. On passe à la suite. La suite ça va être du Conan. Alors, Conan, là c'est L'Heure du Dragon, ça c'est un très grand classique. Alors c'est un très grand classique que je n'avais pas lu parce que j'ai pas lu beaucoup de Conan, et je suis tombé déjà amoureux de la couverture. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être Gil Kane à la couverture, donc les deux dessinateurs principaux ça va être Gil Kane et John Buscema, des grandes pointures des années 70 chez Marvel. Le scénario c'est Roy Thomas, j'ai même pas besoin de le présenter tant ce
scénariste est immense dans l'histoire de Marvel, que ça soit sur Conan, que ça soit sur Daredevil, que ça soit sur les X-Men. Voilà, c'est un grand monsieur. Et je me suis un peu lancé là-dedans. Alors, vraiment, si vous n'avez pas lu de Conan, un peu comme moi, c'est compliqué de rentrer dedans parce qu'on vous distille plein de noms de tribus, plein de noms de de pays, de royaumes qui sont très durs à appréhender et de tout retenir, notamment les premières pages. Je me rappelle avoir été perdu dans le nom de tous les personnages qui vont constituer l'histoire et d'être revenu pour me dire c'est qui lui, c'est qui lui. Bon, une fois que vous avez passé ça, ça va à 100 à l'heure et c'est vraiment du grand Roy Thomas dans l'écriture. Les dessins, forcément, datent des années 70, donc là aussi ça peut on peut plus ou moins aimer selon les personnes. Moi je sais que j'adore ça. Alors ce qui est très intéressant aussi dans l'histoire, donc là Conan va devoir partir à la poursuite, tout un groupe essaye de déstabiliser Conan, de le faire tomber de son trône. Ils vont y arriver et après Conan va essayer de se réhabiliter et c'est ça, on va suivre toutes les péripéties autour de cela. Mais je trouve que quand même le dessin, par exemple, ça c'est les premières pages, c'est Jill Kane, les premières pages sont extraordinaires. Et je vais aller directement à mon marque-page pour vous montrer la partie, alors ça c'est toute une partie colorisée, il y a toute une partie qui est en noir et blanc, et que je trouve, mais alors, magnifique. Mais vraiment, c'est peut-être même encore mieux en noir et blanc, et on apprécie encore plus le dessin en noir et blanc. Donc, franchement, jetez-vous là-dessus. Alors, bien évidemment, comme je vous disais, il faut quand même avoir un background un peu sur Conan pour comprendre, pour apprécier, je pense, à sa juste valeur. Je pense que je ne l'ai pas autant apprécié que des personnes qui connaissent bien Conan et qui ont déjà lu des histoires avant, mais ça peut être une bonne porte d'entrée si vous vous intéressez au personnage, si vous êtes curieux sur le personnage, ça peut être une très bonne porte d'entrée et même une bonne porte d'entrée sur d'anciens comics, si vous êtes un nouveau lecteur et que vous préférez les dessins récents, peut-être une bonne approche, notamment sur le noir et blanc, pour comprendre comment les artistes de comics et notamment les dessinateurs créent les bulles, comment ils dessinent, et d'apprécier plus à sa juste valeur les anciens dessins. Voilà, ça peut être une phase de transition. Donc ce récit est vraiment un incontournable sur Conan, et je vous le conseille vraiment fortement. Alors, on enchaîne avec Jessica Jones, Marvel Select tome 1, tome 2, des tomes qui étaient sortis il y a quelques années maintenant. Alors, pourquoi je vous présente ce personnage et surtout des récits qui sont sortis il y a quelques années? Déjà parce que ce personnage est très intéressant, avec un run qui est peut-être le meilleur sur le personnage, et qui a inspiré notamment la série Netflix, si vous avez suivi cette série sur Jessica Jones, qui est très bien d'ailleurs avec Kristen Ritter, mais surtout parce que Panini Comics a décidé de rééditer certains récits de chez Marvel de Brian M. Bendis sur des héros urbains, notamment les Defenders, Daredevil en format Deluxe. Ils vont rééditer le format, le run avec Maleyev, super run, peut-être pour moi qui suis fan absolu de Daredevil, peut-être même le meilleur run pour moi, et notamment ce Jessica Jones, alias en format Deluxe. Donc comme j'avais pas forcément envie de les lire en Deluxe, je me suis procuré les formats Select, qui étaient en plus quand même beaucoup plus simples à emmener à la plage, même si je vous conseille quand même d'aller plutôt sur le Deluxe si vous aimez vraiment le personnage, parce que c'est un format qui est quand même beaucoup plus appréciable, beaucoup plus sympa dans une bibliothèque notamment, donc voilà, on est sur quelque chose de plus grande qualité. En revanche, ce qui est de qualité également, c'est quand même le run de Brian M. Bendis. Brian M. Bendis donne un élan à Jessica Jones et vraiment la met sur le devant de la scène avec ce run-là. Alors au dessin, c'est Michael Gaydos. Vraiment, j'aime bien le dessin de Michael Gaydos. Il y a des expressions qui passent au niveau du visage qui sont très fortes. Alors, on pourrait dire que son dessin est parfois un peu grossier. Alors c'est vrai que des fois, dans certaines images,
quand on dézoome un peu, bah, on a l'impression que c'est un peu grossier, mais dans son expression des visages et dans les dessins au niveau des visages, c'est vraiment magnifique. Et petit aparté également sur les couvertures et sur certains dessins que vous retrouverez dans le tome 1 et dans le tome 2. Ce sont des dessins de David Mack, et moi je suis fan absolu de David Mack, j'adore ses dessins, et on en voit un d'ailleurs, si vous avez fait attention, dans la série Jessica Jones. Petit aparté fini. Donc on revient sur le récit. Ce récit est vraiment un récit phare de Jessica Jones. Il la replace vraiment comme une enquêtrice privée, partagée avec ses doutes, ses remords sur sa vie passée d'ancien héros, sur le fait qu'elle se retrouve seule et que finalement elle a du mal à vivre sa solitude. On a vraiment une grande part psychologique qui est donnée sur le personnage, et également sur... il y a vraiment deux Jessica Jones, celle qui enquête et celle qui est dans sa vie. Vraiment, ça suit réellement, si vous avez suivi la série Netflix, c'est vraiment ce qui ressort de cette série Netflix est vraiment le contenu pur de ce que Bendis a voulu développer dans son récit, dans ce récit. Donc dans ce récit, on va partir sur... Il y a plusieurs histoires, notamment une avec où on va avoir Captain America, une autre où ça va se passer dans une ville un peu reculée des États-Unis, où elle va rechercher une jeune adolescente qui a disparu, avec toujours en filigrane le récit de sa vie qui va se dérouler. Donc toujours la place quand même à l'enquête prioritaire, et je trouve que c'est ça qui était également intéressant, c'est que il place ce héros déjà dans un contexte urbain, mais également dans un contexte d'enquête, où on va vraiment suivre l'enquête, où ça va vraiment nous tenir en haleine durant tout le récit, et c'est ça qui fait aussi la force de ce premier tome. Alors j'ai eu le premier tome, je suis en train de lire le deuxième tome, j'ai pas fini encore, mais déjà sur ce premier tome, c'est ce qui va permettre de donner du liant et de créer un récit finalement très fort, tant au niveau du caractère du personnage que sur les événements qui vont se dérouler dedans. Tout ça est porté, comme je vous le disais, par un très bon dessin de Michael Gaydos. Alors c'est un dessin un peu particulier, les gens n'approchent pas forcément, comme je vous l'ai dit, des fois ils trouvent ça un peu grossier. Moi je trouve que, voilà, là c'est une image tirée un peu au hasard, je trouve que les expressions au niveau du visage sont toujours très agréables. Là par exemple, vous voyez, là dans son bureau, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a également certaines petites blagues, certaines critiques de notre société qui, finalement, même si ça a été écrit au début des années 2000, restent toujours aussi pertinentes. Et c'est vraiment pas démodé, c'est un récit qui est très intéressant. Donc je vous conseille, pour moi, de tous ceux que j'ai lus cet été, pour moi c'est le meilleur. Et vous avez le grand Brian M. Bendis, comme on a pu le voir sur Daredevil. Donc foncez, vraiment, allez acheter donc soit celui-là en Marvel Select, soit en Deluxe quand ça va sortir au mois d'août. Et puis on termine, donc je vous ai dit qu'il y avait 4 récits. Le dernier récit, c'est le gros blockbuster qui est sorti récemment, qui a dû être reviewé par énormément de gens, donc je ne vais pas passer énormément de temps sur celui-là. Donc là, c'est le King in Black. Donc comme je vous avais présenté dans la dernière vidéo, j'ai encore craqué pour la signature series, qui est une couverture alternative en édition limitée. Du premier numéro donc de King in Black, écrit par le très bon Donny Cates et dessiné par Ryan Stegman pour l'histoire principale. Donc l'histoire principale, ça va être Eddie Brock, le Venom, qui va devoir essayer de sauver la Terre face à l'invasion de Knull. Alors je sais pas si on dit Knull, mais j'ai du mal à le dire, c'est pas évident. Parce qu'il arrive sur Terre pour tout ravager et pour anéantir finalement la Terre, et c'est un être qui est très fort, c'est lui qui est à la base de la création des symbiotes, donc voilà, c'est comment dire, quasiment un dieu qui vient affronter la Terre. Donc le premier numéro nous remet dans ce contexte. Il est essentiel, je pense, pour mieux apprécier l'histoire, d'avoir lu au moins le premier run de Venom, donc Venom Rex, qui est présent par exemple dans la collection du printemps de Panini Comics, donc à 4,99, donc ça peut être une bonne affaire avant de vous lancer dans ce run, si vous n'avez pas lu de Venom, de lire juste au moins ça.
et surtout d'avoir lu Absolute Carnage, puisque certains événements sont reliés à cet autre événement de Donny Cates. Donc je vous conseille au moins de lire ça, parce que c'est un peu des prérequis, sinon vous allez moins comprendre et moins apprécier le récit. Donc le premier numéro s'ouvre sur cela, et ça va à 100 à l'heure, ça vraiment Donny Cates a réglé au millimètre, tout est bien enchaîné, et Knull nous apparaît vraiment comme un héros, comme un vilain, sans limite, tant sur le plan de ce qu'il peut faire que de son potentiel de pouvoir. Donc vraiment, on a l'impression que ce Knull est invincible. Donc ça, c'est très agréable de retrouver un personnage très fort avec finalement quelque chose d'assez basique dans les crossovers. Je vous avais présenté Empire, et je trouvais qu'Empire, ça pouvait un peu se perdre. Autant ici, on a un personnage qui est très fort et qui va tout de suite poser les bails, comme on peut dire, en disant « Voilà, j'ai envie de détruire la Terre, point barre ». Très bien, donc c'est ce qui va se passer dans le premier... dans le premier numéro, puisque la Terre va être envahie, et on va suivre une Terre envahie, et on va suivre comment ça se passe. Bon, ça c'est un peu le parallèle avec Empire, on a vécu un peu ça, mais ça, vous allez voir, si vous le lisez, ça se passera d'une manière totalement différente. Donc ce premier numéro va prendre donc, le numéro 1 et le numéro 2 de la série principale de King in Black. Il va présenter aussi Immortal Hulk, alors c'est un très bon récit, c'est un récit très particulier, puisqu'il présente Immortal Hulk, donc un numéro un peu spécial du Hulk présenté par Al Ewing, qui est une très très bonne série vraiment incroyable sur Hulk, qui est encore en cours et je vous invite à aller la lire. Et là c'est un numéro spécial dessiné par Aaron Kuder, où il n'y a finalement il n'y a pas de dialogue, il n'y a que des images, et je trouvais ça très poétique de replacer ce Hulk là en créant un lien entre la série Hulk et la série Venom, enfin le King in Black. Et c'est une petite pépite ce numéro, vraiment il s'est glissé dans ce numéro là, et juste pour ça, en plus de l'histoire principale, c'est vraiment incroyable à lire. Et puis d'autres séries à côté qui sont, moi je trouve, moins bien, mais globalement ce premier numéro répond aux attentes du crossover King in Black et me donne envie d'aller lire le deuxième, donc j'attends avec impatience le deuxième qui devrait sortir dans pas longtemps. Donc voilà, je vous conseille déjà d'aller lire ce premier numéro en allant lire Absolute Carnage plus le Venom Rex, c'est quand même important. Et si vous les avez lus, foncez, parce que c'est toujours du grand Donny Cates, et il garde un niveau très bon. Ryan Stegman au dessin, je vous ai pas montré, mais je vais vous montrer quand même quelques planches, c'est incroyable. Vraiment, il y a 2-3 pages qui sont vraiment très belles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme image? Bon, il y a aussi, là parce que je viens de revoir, il y a la facilité dont Knull va battre un personnage. Alors je vous spoil pas, mais il va le battre, mais il va l'éclater. Vraiment, on s'attend pas à ça en fait dans le premier numéro. Par exemple, ça c'est très très beau, cette double page, très sympa. Je vais vous montrer aussi un peu de Hulk, parce que je trouvais ça très très beau, très très mignon. Voilà, il y a des choses un peu comme, voilà, ça c'était c'est sympa, c'est le dessin d'Aaron Kuder. Donc un très bon numéro, un très bon premier numéro qui annonce peut-être du très bon pour la suite, et vu les retours que j'avais eu sur les personnes qui avaient pu le lire en VO, je pense qu'on va s'éclater sur ce King in Black. Donc au final, vous voyez 4 récits qui m'ont beaucoup plu durant les vacances. Alors certains un peu moins, mais dans l'ensemble c'était quand même vraiment des récits que je vous recommande. Alors en priorité, si vous pouvez lire sur les 4, je dirais que c'est quand même le Jessica Jones alias de Brian M. Bendis, et puis le Conan quand même pour l'histoire et pour tout ce que représente Conan, et le travail de Roy Thomas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a plein de vidéos que j'ai en tête que je vais vous faire dans les prochains jours, j'espère que ça va vous plaire, notamment peut-être une vidéo comment commencer sur Daredevil, une vidéo peut-être sur les Marvel Icons. Je suis en train de réfléchir à comment je vais vous présenter tout ça. En tout cas, restez connectés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou même sur TikTok, toujours Kryptonite Comics. Je vais vous préparer des nouvelles choses durant ce mois d'août pour vous égayer durant vos vacances, ou si vous travaillez durant le mois d'août, c'est jamais facile. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Salut!